La suspension des déguerpissements à Abidjan, une décision applaudie par certains Ivoiriens et critiquée par d'autres, notamment des organisations comme Amnesty International qui interpellent l'État de Côte d'Ivoire sur les droits des populations. Et de l'autre côté, l'opération spéciale Épervier prévue dès le 1er décembre prochain, une mesure destinée à renforcer la sécurité routière, mais qui inquiète également certains usagers. Et pour décrypter ces sujets d'actualité, nous avons deux invités sur ce plateau, deux consultants de marque, Pulchérie Balé, consultante et militante engagée de la défense des droits des sans-voix, et Eric Bayala, journaliste, analyste et patron de presse, qui apporteront des perspectives variées et parfois contradictoires sur ces différents sujets. Préparez-vous pour un débat vif et éclairant. Bonsoir à vous, Eric Bayala. Bonsoir, Sidi. Bonsoir, Pulchérie Balé. Bonsoir. Tout de suite, place à la première partie, suspension des déguerpissements à Abidjan. Amnesty International interpelle l'État de Côte d'Ivoire. Puis, Chéric Balé, est-ce que vous pensez que la suspension des déguerpissements est une décision durable ou juste une pause stratégique pour apaiser les tensions? Bon, à la pratique, on verra bien. Mais pour l'instant, on pense que c'est un effet d'annonce. Pourquoi? Simplement parce que quand le 13 mars 2024, le président a demandé que les déguerpissements se fassent avec un peu plus d'humanisme, on était déjà à 6 sites détruits, mais ensuite on a assisté à d'autres destructions avec le même mode opératoire pour dire qu'il n'y a pas eu d'humanisme du tout. Au contraire, il y a eu des sites où même ceux qui étaient restés sur les décombres parce qu'ils ne savaient pas où aller ont vu leurs effets brûler. Ça s'est fait à Zo Village, ça s'est fait aussi à Gesco. Donc, on s'interroge sur le respect de cette instruction. Ce n'est pas évident que ce soit respecté. La deuxième chose, en disant qu'ils arrêtent, ils ont dit aussi qu'ils allaient le faire en cas d'urgence, sans définir ce que recouvre l'urgence. Si l'urgence concerne les zones à risque restantes, il serait bien qu'on ait la liste de ces zones-là, de sorte qu'on puisse préparer les populations à cela. La troisième chose, c'est que fait-on des victimes? On décide d'arrêter, c'est très bien, mais il faut savoir qu'à ce jour, il y a une vingtaine de sites qui ont été détruits et sur cette vingtaine, il y a 16 qui comportent des habitations. Ça nous fait environ 20 000 ménages qui ont été détruits, dont au moins 6 000 ménages propriétaires et environ 100 000 personnes en tout, y compris les élèves et tout ça qui ont été mis à la rue. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les victimes? Ça, c'est une question à laquelle on devrait aussi répondre. Bien. Eric Bayala, tout d'abord, comment vous réagissez sur l'intervention de Pulchérie Balé? Non, mais je pense que chacun a son rôle. Et c'est un tableau qu'elle vient de peindre, mais je ne pense pas que ce serait bienséant de le peindre aussi avec beaucoup de, j'allais dire, d'aspects très très négatifs sur la question, parce qu'il y a quand même des mesures qui ont été prises pour pouvoir soulager un tant soit peu les personnes qui sont concernées. Mais avant même de revenir sur la décision qui a été prise par le Conseil des ministres du 21 novembre dernier, qui consiste à suspendre les déguerpissements, le 20 novembre. Il faut déjà dire que, d'abord, dans un premier temps, c'est les organisations internationales telles que Amnesty International est en train d'enfoncer une porte déjà ouverte, parce qu'il a plu donc au chef de l'État d'instruire donc le gouvernement de suspendre, et le mot est très clair là-dessus, une suspension, ce n'est pas un arrêt définitif. Et lorsque le Premier ministre s'est prononcé sur la question, il a dit que si des situations présentaient des risques imminents, on allait pouvoir donc, pour ces zones-là, engager les déguerpissements. Mais une chose est sûre, c'est le caractère humain et social de cette décision qu'il faut saluer, parce que en plus non seulement de la suspension de la décision, le chef de l'État a instruit donc le gouvernement à l'effet d'engager le plus rapidement possible toutes les actions qui visent non seulement à indemniser les victimes dans un premier temps, mais de pouvoir mettre à disposition le plus rapidement possible tous les sites
qui vont abriter les différents logements pour le recasement de ces populations. Et je pense que ici même sur ce plateau, nous avons vu des différents reportages au cours desquels le Premier ministre et les ministères concernés ont visité ces sites qui vont abriter le recasement. Est-ce que la décision de suspendre est une décision à laquelle les gens doivent pouvoir, les populations doivent pouvoir accorder du crédit, bien évidemment, parce que c'est une décision annoncée en Conseil des ministres et le chef de l'État a été très clair là-dessus. Et je pense que depuis le 20 novembre jusqu'à ce jour, nous sommes pratiquement le 28 de ce mois, ça fait déjà 8 jours, les déguerpissements ont connu un arrêt systématique parce que c'est un ordre formel qui a été donné par le chef de l'État. Cela permettra d'abord, dans un premier temps, de continuer le processus d'enregistrement de toutes les victimes, de toutes les personnes impactées. Et comme cela a été déjà engagé dans certaines zones, notamment à Yopougon, à Boribana et autres, pour ne citer que ceux-là. Et puis, on a vu les différents sites qui ont été aménagés. Et je pense que c'est déjà une volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir soulager, un tant soit peu, les personnes qui ont été impactées. Bien, puis Chérif Balé, comment analysez-vous l'intervention d'Amnesty International dans ce débat? Et est-ce que cela risque de compromettre l'image de l'État ivoirien à l'international? Non, l'image de l'État ivoirien à l'international est déjà compromise parce que les images de ces déguerpissements sont déjà partis très loin. Et c'est ce qui oblige d'ailleurs des organisations internationales comme Amnesty à réagir. Donc ce n'est pas l'intervention de Amnesty qui va compromettre l'image de l'État. L'image de l'État est déjà salie par rapport à cette question. Ce que les organisations comme Amnesty font, puisque ce sont des organisations de défense des droits de l'homme, c'est de mettre en lumière les violations des droits dans ces opérations-là et de mettre une pression pour que l'État puisse prendre ses responsabilités. Bien. Éric Baya, la réaction sur l'intervention d'Amnesty International dans ce débat lié au déguerpissement, l'arrêt des déguerpissements? Mais comme je le disais tantôt, je disais que Amnesty International est en train d'enfoncer une porte ouverte parce que son intervention est apparue juste après la décision de l'État de pouvoir suspendre les différents déguerpissements et de s'engager à trouver c'est pas la première fois et à trouver les solutions pour que toutes les personnes impactées puissent véritablement connaître un minimum de soutien et d'appui. Maintenant, ce qui concerne l'image de l'État, un État a ses priorités, un État est sérieux comme celui de la Côte d'Ivoire, dirigé par un gouvernement sérieux, ne motive pas ces décisions parce que celles-ci seront critiquées par les organisations internationales ou pas. Elle tient compte de... L'État donne l'image que le respect des droits des citoyens n'est pas une priorité. Non, mais ça... des violations de certains droits. Oui, ça dépend de là où est-ce qu'on se situe. Parce que Amnesty International, dans sa position, est une organisation qui est faite pour dénoncer. Et comme on le dit toujours, la position du scorpion, c'est toujours de mode. Même si vous avez de bonnes intentions à sauver un scorpion, il va toujours continuer de vous piquer parce que c'est sa nature. Bien. Amnesty critique, elle continuera ses critiques. Amnesty a continué de critiquer les gouvernements avant celui du président Ouattara et peut-être certainement après. Et donc, il est dans son rôle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'État de Côte d'Ivoire est engagé résolument à pouvoir mener des actions pour que toutes les personnes qui ont été impactées, parce que le déguerpissement en lui-même, on ne peut pas dire que le déguerpissement en lui-même n'est pas bon. Parce que quand on veut donner un autre visage urbain à, comment on appelle ça, à sa cité, et participer au mieux-être des populations, il y a des mesures courageuses qu'il faut prendre. Et l'État a eu beaucoup de courage. Bien évidemment, il y a eu des effets corollaires avec des incidences que tout le monde déplore et nous apportons notre solidarité aux personnes qui ont été impactées. Mais en même temps, l'État qui est soucieux, l'État qui est auprès des populations, l'État compréhensif, l'État qui a une vision de la Côte d'Ivoire moderne, cet État-là se met à disposition pour que les actions qui ont été menées puissent connaître une solution heureuse, de sorte à ce que les familles impactées puissent, in fine, être, qu'on appelle le relogé, avoir des appuis conséquents pour que leur insertion socio-professionnelle, leurs activités qui ont connu une cessation soient de vieux souvenirs. Et puis, Chérif Balé, pour Amnesty International, la suspension des expulsions à Abidjan doit être suivie de mesures de soutien adéquates pour les dizaines de milliers de personnes déjà affectées. Comment vous réagissez face à ce souhait d'Amnesty International? Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. C'est de cela qu'on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait pour les milliers de victimes qu'on a engendrées?
C'est ça qui est la question. Il ne suffit pas d'arrêter parce qu'on n'aurait même pas dû assister à ça déjà. Parce qu'un État responsable ne met pas volontairement et de façon violente ses populations dans la misère. C'est ce qui s'est passé. Donc ça n'aurait même pas dû exister. Donc suspendre n'est même pas une faveur, c'est ce qui est normal. Voilà. Maintenant, comment on fait pour ces victimes-là? Parce que tout à l'heure, M. Bayala disait, oui, c'est des décisions sérieuses, ça a été pris en Conseil des ministres. Mais on a vu plein de décisions qui ont été prises en Conseil des ministres qui n'ont pas été appliquées. Quand le 13 mars, on a pris les 5 mesures, on en a appliqué qu'une seule et on l'a même mal appliquée, puisqu'il n'y avait pas eu de recensement, il y a eu des listes frauduleuses finalement. Même pas 10% des victimes ont reçu les 250 000. Donc, il faut que l'État se montre plus responsable, plus sérieux. Il a créé une situation qui n'aurait pas dû exister. Quand on veut développer là, étymologiquement, c'est accroître quelque chose. C'est donc accroître en principe le bien-être des populations tout en faisant ce qu'on peut aussi pour l'urbanisation. Donc l'urbanisation ne doit pas aller avec la destruction de milliers de vies. L'urbanisation doit aller avec une approche humaine qui fait qu'on tient compte des droits des populations. Donc aujourd'hui, la nécessité d'indemniser les victimes est évidente et il faut que sur ce côté-là, l'État réagisse. Il ne suffit pas d'annoncer des mesures. Même quand on parle des 3 000 lots, on parle de mars 2025, de maintenant, même depuis janvier, où ils ont commencé tout ça, jusqu'à mars 2025, il y en a qui meurent. Qu'est-ce qu'on fait pour les victimes concrètement? C'est de ça qu'il s'agit. Éric Bayala, réaction? Bon, sur la question, je pense qu'on ne le dira jamais assez. L'État déjà procède d'abord, dans un premier temps d'abord, au profilage des différentes personnes qui sont impactées, en fonction de la taille des différents ménages, en fonction des habitats. Ils n'ont pas fait de recensement, ils vont faire quel profilage? De tous ceux qui ont été impactés. Le profilage, c'est sur la base d'un recensement. Justement, comme je l'ai dit ici, je pense à ce même plateau, en ce qui concerne les différents recensements, comment est-ce qu'on peut déterminer le nombre des populations qui ont été impactées si au préalable il n'y a pas eu de recensement? Oui, mais parce que ces données-là sont connues et sont sues par l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si vous engagez, sinon vous interrogez les services qui ont eu en charge ces déguerpissements, aussi bien dans toute la commune d'Abidjan, aucun de ces services ne vous dira pas que nous n'avons pas un chiffre exact des personnes qui sont concernées par le déguerpissement. Ils n'en ont pas. Parce que ces déguerpis-là, ce n'est pas à vue d'œil qu'on les détermine. C'est bien entendu parce qu'il y a eu un recensement. On connaît les zones qui sont habitées, les zones qui sont concernées. Le district même, avant même de procéder, avait déjà fait un communiqué pour dire qu'il y a 172 sites qui sont concernés. 176. Bon, 176 qui sont concernés par le déguerpissement. Et ces sites-là ont fait l'objet de communiqués et tout le monde savait les zones qui devraient être impactées. Donc, dans un premier temps... les zones ne déterminent pas le nombre de personnes quand l'État a fini de faire ce communiqué pour dire il y a telle zone qui seront impactées, sinon qui seront concernées par le déguerpissement, je pense que dans le communiqué même, on dit très bien que ce communiqué tient lieu de mise en demeure. Donc ça veut dire que les personnes là avaient déjà l'information que certains sites seront déguerpis. Ça va dans un premier temps. Avant d'identifier les sites, l'État ne s'est pas allé au hasard pour aller déterminer les sites. C'est parce qu'ils ont pris en compte le nombre de personnes qui sont, selon le nombre d'habitats et le nombre de personnes qui sont connues dans ces différentes localités, dans ces différentes zones. Donc en termes de recensement, l'État a un chiffre. Quand le Premier ministre dit qu'on met un mécanisme pour accélérer le dédommagement, le recasement et le relogement des personnes, on ne va pas le faire de façon abstraite. C'est parce qu'il y a des données matérielles sur lesquelles l'État va s'appuyer pour redéployer, si vous voulez, sa politique d'indemnisation des personnes impactées. Donc une chose est claire, les personnes qui sont impactées sont connues, sont chiffrées, disposent donc d'un registre dans lequel on peut les identifier clairement, parce qu'il ne s'agirait pas pour l'État d'aller distribuer de l'argent ou d'apporter de l'appui à des personnes qui ne sont pas concernées par le déguerpissement. L'État se serait fait harakiri lui-même. Et donc c'est pour cela que toutes les unités et toutes les personnes engagées dans ce process-là ont pris déjà et disposent des dispositions qui permettent d'identifier clairement les personnes impactées. Donc pour nous, il ne suffit pas de jeter, comme je l'ai dit, l'anathème à l'État dans un premier temps, parce que en tant que citoyen, c'est vrai qu'il y a des situations malencontreuses, souvent
auxquelles nous sommes confrontés, mais cela ne nous amène pas tout de suite à être pessimistes dans les actions qui sont menées. Et donc, aujourd'hui, l'État a pris l'engagement ferme, non seulement de suspendre, de procéder à l'indemnisation des personnes. Il faut faire confiance à l'État et de regarder pour qu'on puisse juger au final. Comme je le dis très souvent, à trop vouloir s'empresser à faire des jugements de valeur sur un process qui est engagé et qu'in fine, quand cela va bien se passer, on aura du mal même à se regarder dans une glace. Ayons le triomphe modeste, faisons confiance à l'État et jugeons par le résultat. Oui, moi je pense que M. Bayala pêche par son militantisme. Et donc, on peut le comprendre, mais je voudrais dire qu'on est en train de parler de vie humaine. On est en train de parler de familles qu'on a volontairement sinistrées. On n'est pas dans les fables, on n'est pas dans les spéculations. Ce sont des faits réels qui sont posés. Et si l'État était vraiment responsable, on n'aurait même pas assisté à ça. J'insiste dessus. Et j'espère me tromper en disant que les mesures que l'État prend, l'État ne les applique pas. Parce qu'il y a eu plusieurs exemples. Si cette fois-ci, ça va être appliqué, on sera heureux. Mais on dit qu'il faut qu'on nous dise clairement comment les victimes-là seront indemnisées et dans quel délai, parce qu'il y a urgence. L'autre chose, si l'État veut se montrer vraiment responsable, actuellement, nous avons commencé avec la saison sèche. C'est maintenant qu'il faut recenser les populations des zones qui sont concernées. C'est maintenant qu'il faut aller vers ces populations pour s'entendre avec elles sur comment elles devraient partir pour éviter qu'on assiste encore, quand il y aura urgence en saison pluvieuse, à des déguerpissements. C'est-à-dire que le terme même déguerpissement, là, il ne faut même plus que ça existe dans les opérations gouvernementales parce que c'est violent, c'est brutal, et ça porte préjudice à des populations. Et c'est après maintenant qu'on cherche des solutions. Ce qui ne devrait pas se passer de cette manière. Bien. Amnesty International accueille avec soulagement la décision des autorités ivoiriennes de suspendre des opérations d'expulsion débutées en janvier 2024. Elles ont été menées sans concertation ni notification adéquate, parfois de manière violente, laissant de très nombreuses personnes sans logement ni compensation. Ces expulsions forcées ont donné lieu à des violations importantes des droits humains de dizaines de milliers de personnes documentées par Amnesty International, voit-on dans la déclaration. Pucherik Balé, d'aucuns parlent d'un médecin après la mort, faisant allusion à Amnesty International. Que répondez-vous à ces derniers? Non, je dirais à ces derniers qui ne suivent pas l'actualité, parce que lorsque ces déguerpissements ont commencé, nous on était sur le terrain avec Amnesty International. Ce n'est pas la première réaction d'Amnesty, ils ont réagi dès le début de ces déguerpissements. Mais ce n'est pas Amnesty International qui décide, c'est le gouvernement qui a décidé de faire des déguerpissements. C'est encore le même gouvernement qui dit qu'il suspend. Donc ceux qui sont sérieux devraient se réjouir d'abord que le gouvernement ait décidé de suspendre, mais surtout s'inquiéter de l'application effective de la mesure. Ce n'est pas Amnesty qui décide. Donc Amnesty ne peut pas être médecin après la mort. C'est plutôt le gouvernement qui est le pompier pyromane. Il met le feu, lui-même après il vient éteindre, il fait comme s'il rend service aux gens. Eric Bayala, des opérations menées sans concertation ni notification et parfois de manière violente. Malgré toute cette déclaration, certains Ivoiriens parlent d'un médecin après la mort, ce qui ne serait pas le cas selon Pucherik Balé. Comment vous réagissez à ce sujet? Oh, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que le commentaire que vous venez de lire est un commentaire qui est tiré d'une organisation internationale. Et donc, ce n'est pas parce que ça vient d'Amnesty International qu'on pourrait donner à cette organisation la communion sans la confession. Donc, non, ce n'est pas ce qu'il dit. On dit c'est les gens qui disent que Amnesty est médecin après la mort. Ce n'est pas Amnesty qui dit. Je ne suis pas en train de répondre directement à cette question. Je suis en train de remonter plus loin parce que je vais d'abord déboucher sur les affirmations que Mme Balé a dites avant d'arriver à cette déclaration. Donc, mais sinon, ce n'est pas une déclaration d'Amnesty. Je vous prie il faut qu'on le précise. Je vous prie de bien m'écouter et de savoir ma démarche argumentaire. Parce qu'il ne sert à rien de s'empresser ou couper la parole quand bien même que je suis en train de développer. Non, mais on avait l'impression que vous trouviez... Justement, votre impression n'est pas la réalité. Allez-y, répondez, Eric Bayala. C'est ça le problème. Allez-y. Voilà, il ne faut pas être dans une impression. Amnesty qui a dit. Je ne l'ai jamais dit. Ah.
Quand vous dites que Amnesty n'est pas, ce qu'Amnesty dit n'est pas parole d'évangile. C'est pas Amnesty qui a dit, c'est tout ce que je précise. Merci, je suis en train de dire, quand Amnesty dit qu'il y a eu des déguerpissements sans qu'il n'y ait eu au préalable des concertations, sans qu'il y a eu un bafouement des droits humains, je suis en train de répondre à ça pour dire que ce n'est pas parce que ça a été dit par Amnesty que ce sont des... C'est la réalité. Ça, c'est d'abord le premier point. Donc, vous conviendrez bien avec moi que ça n'a absolument rien à voir avec la déclaration de certains observateurs qui disent que la déclaration d'Amnesty est une déclaration qui est survenue après la déclaration. On vous invite à commenter cette déclaration d'Amnesty International. Il y a eu deux questions de suite sur lesquelles Mme Balé est intervenue avant que je n'ai droit à la parole. Donc, avant j'ai mon tour de parole, je me saisis de cette occasion pour non seulement rebondir sur les affirmations et les déclarations qu'elle a eues à la fête. Avant que... Non, justement, votre posture à vous n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas une affaire de posture, c'est une affaire des réalités qui sont constatées. Il n'y a pas eu de concertation. Non, moi je vous dis, quand l'opération a commencé, on a bien vu ici que l'UVICOSI, à travers non seulement l'organisation des mairies, se sont retrouvés pour une concertation dans différentes mairies. Il y a eu d'abord la concertation à la mairie de Port-Boué avec tous les maires et les parties prenantes. Et il y a eu... Non, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de... Non, vous venez de dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Donc, je vous donne des éléments. Il y a eu des éléments où il y avait... Non, les populations, elles sont dans une zone bien précise qui sont administrées par des communes, à la tête desquelles se trouvent les mairies. Qui disent ne pas être informés. Quand il y a eu ces rencontres-là, pour qu'on puisse mettre les différents maires puissent être associés. Tout à l'heure, je vous disais, quand le gouvernement, sinon le district d'Abidjan, fait un communiqué pour dire il y a 176 sites qui seront déguerpis et de façon nominative, on indique les différents sites. Il y a eu des communiqués aussi bien à la télévision, dans les journaux, partout dans les médias, pour que les populations elles-mêmes et l'opinion publique, qu'on appelle ça, soient informées de ce que ces zones-là seront impactées par une opération qui sera engagée. Donc personne ne dira qu'on n'a pas reçu l'information. Ça est d'abord un premier fait. Maintenant, il y avait un appui au préalable. Est-ce qu'il y avait un appui déjà avant de partir? Quand on dirige un État, on ne dirige pas un État comme une association de quartier, encore moins comme une organisation de la société civile. Malheureusement, l'État, comme je dis, quand on dirige un État, l'État a ses priorités, l'État a des informations que le citoyen lambda n'a pas. Mais l'État a également le droit de respecter les droits des citoyens. Absolument, parce que l'État travaille pour ses citoyens. Nous ne sommes pas en train de nier cela. Mais en même temps, il y a des fois où l'État est obligé, pour sa politique globale et pour l'intérêt général, de poser des actions pour le bonheur de tous au détriment de certaines personnes qui pensent qu'en le faisant, on est en train de leur faire, on appelle ça, du mal. Mais bien au contraire, en ce qui concerne ces opérations mais justement, les zones qui sont concernées, l'État préfère déguerpir pour prévenir que de venir à pleurer des morts ou bien des pertes en vie humaine. En ce qui concerne ceux qui disent que Amnesty est intervenu, le communiqué est un papier qu'on appelle après la mort, mais peut-être qu'ils n'ont pas suivi. Mais bien avant, Amnesty, comme d'autres organisations, comme je le disais tantôt, sont dans leur rôle de critiquer. Ils peuvent critiquer avant, ils peuvent critiquer pendant, ils peuvent critiquer après, mais dans la même procédure, ça n'influence en rien les positions de l'État qui sait qu'elle est dans une démarche appropriée, elle sait où elle va. Mais naturellement, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et donc l'État, dans sa démarche, dans sa vision, continuera de mener des actions pour l'intérêt commun. Quand bien même qu'il aura qu'on appelle un fâché corollaire, mais cela ne peut pas empêcher l'État de continuer dans sa vision. Parce qu'après, quand l'État avait commencé à mener certaines actions, les mêmes se plaignaient. Mais quand on a fini de présenter le visage de la Côte d'Ivoire par Brité-Lacane, tout le monde s'est réjoui pour dire que oui, effectivement, Abidjan est devenu plus reluisant. Mais cela, c'est parce qu'il y a eu la volonté de l'État. Que deviennent ces sites déguerpis? Non, justement, je vous ai dit que ces sites déguerpis. Non, c'est d'abord, dans un premier temps, l'État a péché par le fait qu'après avoir déguerpi certains sites, il n'y a pas eu les mesures, j'allais dire, de façon systématique pour occuper ou bien pour aménager ces sites. Donc, ce qui a conduit à une recolonisation des sites. Mais aujourd'hui, face à l'urgence, faut-il aménager les sites en priorité ou bien faut chercher à recaser les populations qui sont en détresse?
Donc, le choix d'un État responsable, c'est de mener des actions non seulement pour reloger, recaser, indemniser les populations impactées, mais en même temps, de façon parallèle, continuer l'embellissement ou bien l'occupation saine de ces occupations qu'on appelle déguerpies pour éviter leur recolonisation. Et donc, c'est ce process-là qui a été engagé. Quand vous regardez les différents sites aujourd'hui, l'État prend des dispositions pour qu'il y ait des aménagements qui se font sur les sites qu'on a déguerpis pour éviter leur recolonisation. Mais en priorité, c'est de pouvoir prendre les dispositions, non seulement pour apporter les appuis nécessaires, mais également pour apporter une volonté rapide pour que ces populations impactées-là puissent être relocalisées et avoir un lendemain meilleur. Bien plus, Chérif Balé, certains Ivoiriens et analystes estiment que cette décision du gouvernement ivoirien d'interrompre, de suspendre les déguerpissements pourrait être liée à des calculs politiques à l'approche de 2025. Qu'en dites-vous? Non, je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas. Si l'État pensait à 2025, l'État n'aurait même pas engagé toutes ces opérations. Il l'aurait fait en respectant les procédures, en communiquant avec les populations, en trouvant des solutions avant de déplacer les populations. Donc pour moi, c'est pas... l'État sait comment il va s'arranger pour gagner ces élections. Donc je ne pense pas que ce soit pour ça qu'il ait pris des décisions d'apaisement. C'est plutôt la pression internationale. Parce que le 5 novembre 2024, il y a eu l'examen périodique universel à Genève, au Palais des Nations Unies, où 17 États ont condamné la Côte d'Ivoire pour ses déguerpissements, mais aussi pour l'absence de dialogue politique inclusif. Je crois que c'est tout ça qui a poussé l'État à devoir corriger quand même sa façon de faire. Sinon, dans un État responsable, quand on conçoit un projet, on analyse, on fait une étude des impacts négatifs et des impacts positifs. Dans le cas des déguerpissements, les impacts négatifs sont tellement évidents que si c'était un État responsable, il les aurait carrément évités. Voilà. Ou alors pris des dispositions pour les atténuer. Voilà. Donc je pense que c'est pas ça. C'est plutôt la pression des dénonciations diverses qui ont amené l'État à prendre cette décision. Bien, Eric Baya, la suspension des déguerpissements à Abidjan, calcul politique à l'approche des élections de 2025 ou pression internationale? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Parce que comme je le disais tantôt, en ce qui concerne les déguerpissements, ça n'a absolument rien à voir avec des calculs politiciens ou bien encore des élections. L'État ne gagne pas des élections. Voilà, parce que l'État lui-même n'est pas candidat à une élection pour pouvoir les gagner. Ce sont des partis politiques qui vont aux élections en vue de remporter les élections. Donc quand on dit que l'État sait comment il va gagner les élections, c'est très péjoratif et ce n'est pas bon de le dire. Parce que l'État n'est pas candidat à une élection. Ici, ça, c'est d'abord un premier point. Non, mais justement, ça dit que vous êtes dans un déni total et comme je l'ai dit, vous êtes en train de repasser. Oui, votre réalité à vous. C'est votre réalité à vous et ce n'est pas ça la réalité. Merci. Nous allons marquer une courte pause. On revient juste dans quelques instants pour la suite de ce débat. Nous sommes de retour de la pub. Nous parlons bien sûr de la suspension des déguerpissements à Abidjan. Amnesty International interpelle l'État de Côte d'Ivoire. Amnesty parle de violation des droits humains. Ce terme est-il justifié dans ce contexte, plus Chérif Balé? Non, non. Oui, bien sûr. La dignité humaine a des droits fondamentaux qui sont le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, ainsi de suite. Donc, quand on porte atteinte à tous ces droits en faisant les déguerpissements, on met les gens à la rue, donc on porte atteinte au droit au logement, on porte atteinte au droit à la santé, on porte atteinte au droit à l'éducation, puisqu'il y a des scolarités qui sont interrompues. Donc, c'est clair qu'il y a violation des droits de l'homme, d'autant plus que dans la démarche, il n'y a pas eu de concertation avec les populations. Bien, Eric Baya, la violation des droits humains, ce sont des propos d'Amnesty International. Est-ce que ce terme est justifié dans ce contexte? Oui, avant de répondre à cette question, permettez rapidement, parce que tout à l'heure, vous avez abordé la question de savoir le fait que l'État ait suspendu les déguerpissements, est-ce que c'était pour une pression internationale ou bien une volonté politique, une stratégie politique? Voilà. Justement, je disais tantôt que c'était ni l'un ni l'autre. Parce que après, quand on mène une action, cette action-là, on arrive à l'évaluer. Au fur et à mesure que l'action se mène,
il y a ce qu'on appelle les bilans de circonstances, on marque une pause et puis on voit d'où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que nous allons et où est-ce que nous en sommes arrivés. Et je pense que l'État, en évaluant son action, a dû comprendre qu'il y avait urgence pour lui de prendre un certain nombre de mesures en vue de pouvoir satisfaire les personnes qui sont impactées par l'opération. Ça, c'est d'abord dans un premier temps. Ça n'a absolument rien à voir avec les pressions ou bien des calculs politiques. Parce que les personnes qui sont déguerpies, il y a de toutes les catégories, elles viennent de tous les partis politiques et l'État, si c'était pour des calculs politiques, n'allait jamais engager cette question de déguerpissement. Mais bien au contraire, c'est parce que l'État veut le mieux-être de sa population dans une cité plus propre et lutter contre le désordre urbain. Okay. Maintenant, vous avez parlé de violation des droits, de droits voilà. Mais justement, sur cette question-là, c'est vrai, mais il y a des nuances à faire. Parce que les populations qui sont impactées, quand les victimes disent qu'elles n'ont pas été associées, qu'elles n'ont pas été informées et que leurs biens ont été détruits et tout, quand on regarde ça sur ce prisme, on peut dire qu'effectivement, il y a eu quelque part violation de droits. Mais en même temps, l'État, qui est conscient des actes qu'il mène, comme je l'ai dit, et je ne cesserai de le dire assez, l'État a, dans son process, a pu prendre des dispositions qui puissent permettre non seulement d'amoindrir les effets collatéraux de ces différentes actions, et quand l'État s'empresse à pouvoir non seulement apporter des différents appuis, l'État s'empresse à prendre des dispositions de recasement, c'est parce que quand on fait un inventaire de l'opération, on s'est bien rendu compte que on a laissé sur le bas-côté un certain nombre de dispositions qu'il fallait peut-être prendre et que donc l'État essaie de rattraper. Parce que la bourse de l'État, en fonction de ses priorités, en fonction de toutes les contingences et de toute l'appréciation pour mener la politique nationale, il y a des flottements à certains niveaux. Et donc, il y a des pions qu'on avance très souvent qui, malheureusement, se butent à une réalité sociétale. Et donc, il faut prendre des dispositions derrière pour corriger. Bien. Et donc, c'est dans cette disposition-là que l'État est pour que, in fine, toutes les personnes qui se sont senties lésées d'une manière ou d'une autre puissent être réhabilitées parce que l'État est soucié des droits humains. Bien, puis Chéric Baldé, est-ce que les organisations de la société civile ont assez de poids pour influencer les décisions politiques dans ce type de dossier? Oui, absolument, absolument. D'abord parce que c'est elles qui défendent l'application de tous les principes au niveau de la gouvernance. Donc, quand les organisations de la société civile constatent des violations de ces principes-là, par la communication qu'elles font autour de cela, elles peuvent emmener l'État à changer d'avis ou alors à corriger ce qu'il est en train de faire parce que les organisations de la société civile, au-delà de dénoncer, font ce qu'on appelle aussi des plaidoyers. C'est-à-dire qu'elles écrivent aux autorités pour engager des discussions qui leur permettent de faire des propositions qui permettront au pouvoir public de corriger, de rectifier leur gouvernance. Donc, elles ont cette pression. Elles ont aussi la possibilité d'engager des lobbying auprès des diplomaties, auprès des chancelleries, je veux dire, auprès de toutes les organisations internationales qui échangent aussi avec l'État. Donc, en allant faire ce lobbying, en leur expliquant mieux les réalités et les situations, ça aussi, ça contribue à mettre une certaine pression sur l'État qui, quoi qu'on dise, en tient compte. Ils ne diront pas comme ça, de façon officielle, que c'est parce que telle organisation a fait ceci ou cela, mais à force de dénoncer ensemble, il y a toujours des décisions qui sont prises. La preuve, pour qu'il y ait les résultats du Conseil des ministres du 13 mars, il a fallu que nous, on organise les déguerpis, que les déguerpis aillent manifester devant le district. C'est vrai, ils ont arrêté les gens, mais on les a gardés juste 24 heures. Ensuite, on les a libérés. Mais c'est après que le Conseil des ministres a suivi. Alors qu'avant ce Conseil des ministres, on disait qu'on ne donnerait rien aux déguerpis. Ils n'avaient pas à être là. Mais finalement, ils ont pris des mesures. Donc, ça a un impact. Bien, dernière question, Eric Bayala, la même question. Est-ce que la société civile a assez de poids pour pouvoir influencer les décisions politiques avec ce type de dossier? Je ne dirais pas influencer. Parce que d'abord, dans un État sérieux comme le nôtre, c'est d'abord l'État
qui donne les différents agréments à la création de ces organisations. Et tout récemment, vous vous souviendrez que le ministère de la Cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté s'est mis en rapport avec les organisations, certaines organisations de la société civile pour signer ensemble une convention qui puisse permettre de prendre les avis des uns et des autres sur des questions nationales. Et la société civile, son rôle, et comme on le dit tantôt, c'est de pouvoir peut-être dénoncer, pouvoir faire critiquer par moment certaines actions et puis faire aussi des propositions, faire des plaidoyers pour que l'État puisse s'en servir. Et l'État, conscient de cela, pour ne pas qu'on puisse dire que l'État navigue à vue, quand l'État donne ses autorisations aux organisations de la société civile, c'est parce que l'État veut que ces organisations-là puissent être l'autre regard de sa gouvernance auprès de la société. C'est pour cela que l'État prend en compte plus ou moins les observations qui sont menées par ces organisations. Parce que quand on parle d'influencer, ça dénote, si vous voulez, d'une connotation un peu péjorative. Parce que l'État lui-même, en agréant ou bien en donnant des possibilités à ces organisations-là de pouvoir exercer librement, c'est parce que l'État est disposé à prendre en compte leurs observations. Bien, place maintenant au second sujet de cette émission, opération spéciale épervier sur nos routes. Éric Bayala, quel sens donnez-vous à cette opération pensée par la police nationale? D'abord, je pense que c'est une mesure salutaire qui va, parce qu'on sait que généralement en période de fête, c'est vraiment l'occasion pour tous les individus de mauvais acabit de faire montre de leur mauvaise foi et des pratiques malsaines en termes d'agression et de tout ce qui va avec. Mais à côté de ça également, la pression que les familles ont pour pouvoir entamer la nouvelle année fait qu'il y a un déplacement important des populations, un flux important aussi bien au niveau des marchandises, des commerces et de toutes les populations qui bougent. Et donc, il faut que les forces de sécurité et de défense soient en alerte. Et en ce qui concerne l'opération épervier, elle n'est pas à sa première phase. Il y en a eu déjà plusieurs. Et c'est grâce à cette opération-là que nous avons pu juguler plus ou moins les questions des enfants en conflit avec la loi. Et je pense que tout ça, c'est les résultats de l'opération épervier. C'est le lieu de saluer donc les autorités en charge de la sécurité qui décident donc de remettre encore au goût du jour cette opération qui puisse vraiment permettre aux populations de vaquer normalement à leurs occupations à l'occasion de ces fêtes de fin d'année dans un contexte sécurisé. Bien, opération spéciale épervier sur nos routes à partir du 1er décembre 2024. M. Éric Bayala, quel sens vous donnez à cette opération? Oui, c'est tout à fait normal pour garantir la sécurité des biens et des personnes. En général, dans une opération épervier, on procède surtout au contrôle des automobilistes, particulièrement les véhicules de transport, voir si les gens sont en règle, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a aussi que par rapport aux fêtes de fin d'année, il faut veiller à ce qu'il y ait moins d'accidents, moins d'agressions. Donc parfois, dans ces opérations-là, on intègre aussi les commerces ambulants. C'est-à-dire qu'il y a une lutte contre les commerces ambulants qui est engagée. Et puis, parfois, on associe aussi des opérations de rafle. Voilà. Et donc, moi, je ne connais pas le contenu de cette opération particulièrement. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que pour la sécurité, c'est normal. Mais il faut éviter les abus. Et les abus sont surtout sur les commerçants ambulants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette information, mais pour nous qui avons l'habitude de dénoncer ce que les populations vivent, il se trouve qu'il y a des commerçants ambulants qu'on prend, on ne sait même pas quel service, parce que normalement c'est le district qui mène ces opérations. Mais il y a des véhicules banalisés qui viennent les prendre et qui les envoient soit à la forêt du Banco. On les dépouille, on les met nus, on les frappe et puis après, on les laisse partir. Il y en a aussi qui disent qu'il y a un site à Koumassi, une maison à Koumassi où on torturerait également les commerçants ambulants. Donc ça, on a appris ça par les commerçants eux-mêmes. Donc on aurait souhaité qu'il n'y ait pas ce genre d'abus. Normalement, quand on prend
un commerçant ambulant pour le dissuader, on confisque sa marchandise. Rien ne prouve que c'est la police du district d'Abidjan. Oui, on ne sait pas qui fait ça. Donc, parce qu'ils disent que ceux qui viennent là, ils viennent avec des pick-up banalisés. Eux-mêmes, ils ne sont dans aucune tenue qu'on puisse reconnaître. Et parfois, ils sont encagoulés. Bien. Alors, c'est donc une mission que nous confions à la Direction générale de la police pour renforcer, bien sûr, la sécurité des citoyens. Voilà, parce qu'on peut interdire le commerce. Ça fait des personnes de mauvaise Voilà, il y en a qui en profitent. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et on a vu même des photos, des témoignages de ces personnes-là. Maintenant, par rapport au rafle aussi, il y a des abus. Normalement, dans tous nos quartiers, on a des commissariats. Bon, est-ce que c'est normal que dans le travail de la police, une brigade d'Abobo vienne opérer à Cocody? Je ne sais pas. Mais que des gens qui prennent de l'air devant leur maison soient aussi raflés, il y a un problème. Même les gens qui s'asseyent dans les kiosques pour manger, là, normalement, on peut contrôler leurs pièces si on veut, parce qu'on recherche peut-être quelqu'un. Mais par moment, ces personnes à 2 h du matin n'ont pas de pièces. Oui, parce que bon, si tu n'habites pas loin, tu dis tu vas au kiosque à côté, bon, sans arrière-pensée, on te trouve là-bas sans pièces. Bon. Faudra sortir avec vos pièces. Voilà, et il y a des gens aussi qui disent qu'ils sont même devant leur maison, en train de prendre de l'air. Le policier arrive, tu rentres chez toi, il te suit là-bas pour aller te chercher. Bon, bien. Ça là, franchement, ça ressemble à autre chose. Alors, parlons de l'opération Épervier lancée pour ce 1er décembre. Ah, vous n'avez pas terminé? Non, non, allons-y. 1er décembre, cette opération vise à contrôler les plaques d'immatriculation banalisées, les visites techniques, les vitres teintées, les assurances et vignettes. Eric Bayala, quel commentaire faites-vous sur le contenu de cette opération? Je pense que c'est d'abord le contenu, et je ne dirais pas qu'il est alléchant, mais ça vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, on a évoqué les questions d'accidents à l'occasion des fêtes de fin d'année. Généralement, on a des véhicules qui n'ont pas de visite technique, c'est-à-dire qui ne sont pas en état de fonctionner normalement, mais pour des raisons de commerce, parce que la demande en termes de déplacement se fait tellement sentir qu'il y a des transporteurs véreux qui mettent en circulation des véhicules qui sont pratiquement hors d'usage, qui ne remplissent pas toutes les conditions en termes de normes techniques. Et donc déjà, cette opération-là va permettre de sortir du circuit tous ces véhicules. Alors, il y a également des véhicules qui circulent avec des vitres teintées qui n'en ont pas l'autorisation. Et je pense que la police va pouvoir s'en saisir, interpeller ces personnes-là, y compris les plaques banalisées. Donc le contenu, il est bon. Maintenant, ce qui concerne le volet dont a évoqué Mme Pulchéry tout à l'heure, en ce qui concerne des commerçants qui seraient enlevés par des individus non identifiés qui se seraient plaints auprès d'elle ou sinon de son organisation. C'est à lui de savoir, est-ce qu'elle aussi à son tour, elle a eu à porter plainte auprès d'un commissariat ou bien est-ce qu'elle s'est rabattue auprès des services compétents pour pouvoir dénoncer cela. Parce que ces faits sont tellement graves que je ne pense pas qu'elle puisse le garder pour elle. Elle aurait dû peut-être orienter ces personnes-là vers des services de sécurité pour que cela soit su et aujourd'hui engager, selon être plus vigilant et puis mener une enquête en vue de voir, parce que les gens sont tellement malins, comme ils savent qu'il y a eu la brigade de, comment on appelle ça, la brigade de lutte contre le désordre urbain qui a été instituée, qui est gérée par le district et qui procède, parce qu'il y a eu un communiqué pour dire que les commerces ambulants, les mendiants, tout ça sont interdits. Et donc, des gens arrivent également à se glisser dans ce processus-là pour pouvoir enlever des honnêtes commerçants pour aller les dépouiller. Et je pense que c'est une situation qu'il faut décrier. Maintenant que la police va se déployer à partir du 1er décembre, notamment à Abidjan et sur l'ensemble du territoire. C'est une opération épervier, comme son nom l'indique. Cela permettra de mettre hors d'usage de nuit toutes ces personnes-là qui sont mûries de mauvaises intentions et qui apportent atteinte à l'intégrité physique des populations. Maintenant, l'État est en train de communiquer pour dire qu'à partir du 1er décembre, il y aura cette, comment on appelle ça, ce contrôle. Et donc, il faut que les gens, les citoyens aussi changent de réflexe. On ne sort pas avec sa pièce d'identité parce qu'on doit aller en voyage. Quand vous sortez de chez vous, vous devrez avoir votre pièce d'identité sur vous. Parce que vous ne savez pas de quoi, c'est-à-dire ce qui va présager dans les minutes qui suivent. Pas forcément à cause des rafles. Vous pouvez être victime même d'un accident. Et quand on vient sur les lieux, on n'a aucune pièce pour vous identifier.
Et donc, c'est pour cela qu'on ne sort pas avec sa pièce parce que demain, je dois effectuer un voyage. Donc, c'est pour ça que je pense que je dois sortir avec ma pièce. Quand vous sortez de chez vous, pour quelques courses que ce soit, vous devrez avoir sur vous votre pièce d'identité. Maintenant, est-ce que les policiers poursuivent les gens dans les maisons pour aller les arrêter? Il y a eu des témoignages. Là, franchement, je ne pense pas que la police que nous connaissons là puisse avoir à faire ce genre d'addition. Il y a surtout l'affaire des fausses plaques d'immatriculation qui pose beaucoup de problèmes, plus cher Balé. Oui, mais ça, il y a des réseaux pour ça. Moi, je pense que... On voit des personnes qui roulent aussi des véhicules des ministères, des institutions de la République, qui ont deux plaques, des plaques jaunes. En semaine et le week-end, ils ont d'autres plaques, voilà, tout ça. Et des plaques douvé également qui ne sont pas autorisées à tout le monde. Mais bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense qu'on connaît les circuits pour tout. La police devrait plutôt s'attacher à démanteler le réseau de ceux qui fabriquent ces plaques et puis communiquer sur les sanctions qu'on leur inflige. Moi, je pense que si on fait ça, ça va réduire. Parce que tant que ces réseaux existeront, bon, on aura toujours ces plaques-là sur le marché. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que bon, c'est pour la sécurité qu'on a institué cette opération qui n'est pas à sa première édition. J'aurais souhaité aussi, en fin d'année, pour la sécurité des citoyens, qu'on s'attarde un peu sur les dispositions à prendre pour réduire les accidents. Parce qu'il y a beaucoup de routes qui sont en très mauvais état, particulièrement l'autoroute du Nord. Donc vraiment, que le fonds d'entretien routier, oui, qu'il fasse vite. Qu'il fasse vite parce que tout l'argent qu'on met dans les péages, nous savons très bien que c'est des milliards par mois. Il faut qu'on fasse ça rapidement pour qu'avant le 15 décembre, toutes les dégradations qui sont sur l'autoroute soient réparées et puis d'autres voies aussi, de sorte qu'on réduise aussi les accidents. Bien, Eric Bayala, l'opération Épervier est souvent perçue comme un prétexte pour argumenter les contrôles routiers abusifs, selon certaines indiscrétions. Qu'en dites-vous? Non, je ne dirais pas que c'est abusif, parce qu'une chose est sûre, si vous êtes en règle, il n'y a pas de raison que vous trouviez... Parce que quand vous êtes automobiliste, il ne faut pas croire qu'on peut sortir de chez soi, faire toute une journée et puis rentrer après le soir sans que vous ayez à vous arrêter à un contrôle de police. Parce qu'aujourd'hui, on a une démographie très importante au niveau d'Abidjan. Nous sommes en période de fête. On sait ce qu'Abidjan représente non seulement dans la sous-région, avec tous les attaques et les menaces terroristes que nous avons à nos frontières. Et je pense qu'il faut se soumettre aux différents contrôles. Maintenant, pour rebondir sur la question des plaques banalisées, je pense que nous avons mené une enquête à notre niveau, au niveau de notre rédaction. Il se trouve même que ce sont les policiers, les militaires qui, la plupart, se promènent avec les plaques banalisées. Voilà, parce que, bon, depuis que l'État a pris des dispositions pour dire qu'on ne peut plus importer des véhicules de moins de 5 ans. Et ils roulent même des véhicules hors taxe. Voilà, donc ces véhicules-là, ils les envoient et ils savent que pour échapper au contrôle de la douane et autres, ils mettent des voitures banalisées. Quand il arrive, c'est son confrère qui va l'arrêter, il se présente. Bon, comme on le dit de façon triviale, chien ne mange pas chien. Et donc, on lui laisse la possibilité de partir. Et puis après, quelques 2-3 années après, ces voitures-là sont des sources de pollution dans les villes parce qu'elles sont déjà très vétustes. Elles arrivent après quelques années et puis bon, on a toujours des problèmes, les embouteillages, les véhicules en mauvais état. Donc il faut que l'État vraiment soit regardant là-dessus. Parce qu'il y a des personnalités, il y a des véhicules de l'administration qui, elles au moins, ont l'autorisation des vitres teintées, ont l'autorisation pour les plaques banalisées, c'est bien spécifié. Mais hormis ça, aujourd'hui, vous allez voir des voitures même que l'État n'a pas l'habitude d'utiliser, qui n'est pas dans le parc, sinon dans le patrimoine de l'État, qui se trouvent avec des plaques banalisées. À y voir de près, vous allez voir que soit c'est pour quelqu'un de la police, de la gendarmerie ou bien de l'armée. Donc je pense que ces personnes ne doivent pas échapper au contrôle de l'opération Épervier. Bien. Mais il y a des particuliers aussi qui ont ces plaques-là. Mais justement, ça dit que le particulier, par exemple, s'il est dans un véhicule administratif, lorsqu'il est interpellé, il suffit de présenter la carte grise du véhicule. La carte grise du véhicule indique le ministère ou l'institution à laquelle le véhicule appartient. Et à cause des missions très souvent un peu complexes de certaines institutions et certains ministères, c'est autorisé de banaliser les plaques. Donc vous pouvez trouver un particulier dans une voiture banalisée, mais quand il s'arrête, il faut qu'il décline l'identité de la carte grise du véhicule. Et à ce moment-là, on pourra apprécier s'il est autorisé ou pas. Et donc je pense que cette opération permettra vraiment d'extirper des rangs de tous ces ayants droit, toutes ces personnes malicieuses-là qui essaient
essaie de rentrer dans les mailles pour pouvoir s'aimer vraiment le désordre. Bien, puis Cheikh Balé, la loi doit s'appliquer à tous, hein, comme dit toujours le président Ouattara, ces agents des forces de sécurité, parfois qui roulent dans des véhicules hors tasse. Comment vous réagissez avec des plaques banalisées aussi? Bon, en fait, c'est une question de... On va dire... Ça est très souvent des fausses plaques. Quand ce sont de vraies plaques, il n'y a pas de souci. Oui, mais ce que je veux dire, c'est une question... Je ne sais pas comment le formuler, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'esprit même qui est dans le pays qui se manifeste à travers tout ça. Parce qu'en principe, les forces de l'ordre sont censées faire appliquer la loi. Ce n'est pas à elles de violer encore cette loi. Et si ces forces de l'ordre, enfin ces agents des forces de l'ordre, pour certains, violent les lois, et que ceux qui doivent contrôler sont leurs collègues qui laissent faire, bon, du coup, il n'y a plus de frein, en fait. Voilà, donc, la loi doit s'appliquer à tout le monde, mais il faudrait que ceux qui sont responsables du contrôle de l'application de la loi donnent l'exemple. S'ils ne donnent pas l'exemple, ça ouvre la porte à tous ceux qui peuvent aussi rentrer dans ce système et puis finalement, on assiste à un incivisme généralisé. Il y a aussi le fait que certains disent que ces opérations ne sont pas accompagnées d'une campagne massive de sensibilisation en amont. Est-ce que vous partagez cet avis? Franchement, pour ce qui concerne ce genre de contrôle-là... On n'a pas besoin de sensibilisation, normalement. On annonce. On va sensibiliser comment? À partir du moment... Pas en règle. Oui, non, mais si on se base sur le fait que le civisme devait être l'apanage de tout le monde, normalement même, on n'a même pas besoin de campagne par rapport à ça. Une campagne se fait par rapport à quelque chose qui est inhabituel, qu'on veut pratiquer, donc on informe les populations qu'à partir de telle période, on va faire ceci ou on va faire cela. Sinon, ça, là, ça fait partie aussi des contrôles de routine. Donc, c'est déjà même gentil que de faire un communiqué pour dire aux gens, ah, à partir de telle période, on va faire ci, on va faire ça. On n'a pas vraiment besoin de campagne si tout le monde veut respecter les règles. Bien, Eric Bayala, on n'a pas besoin de campagne normalement. Oui, mais justement, comme je l'ai dit... Bien au contraire, la campagne permet à ces personnes véreuses de pouvoir échapper au contrôle. Mais non, mais il appartient quand même à l'État, sinon à un État sérieux, quand on veut mener une action d'envergure, d'au moins de porter l'information. Parce que dans cette information-là ne va pas concerner simplement toutes les personnes qui ne sont pas à règle. Il y a des personnes, parce qu'il y a forcément des conséquences au niveau de ces différents contrôles. Quand la police et la gendarmerie va se déployer pour pouvoir faire ces différents contrôles, vous verrez qu'il y aura forcément des ralentissements, ça va créer peut-être des embouteillages. Et donc, il faut que les gens puissent comprendre et s'interroger ce qui se passe. Pourquoi est-ce que à chaque 100 mètres ou à chaque 200 mètres, il y a des contrôles pour ne pas que cela puisse créer une certaine psychose. Donc, c'est normal que l'État donne l'information. Mais quand on est citoyen, on sait que pour rouler, sinon pour conduire une voiture, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Il faut que la voiture soit en règle. Et ça, c'est depuis même que vous rentrez à l'école, sinon à l'auto-école, jusqu'à ce que vous ayez les moyens de vous offrir un véhicule. Et cela participe même à notre citoyenneté, de savoir qu'il y a des règles qu'il faut respecter en société. Mais l'État décide quand même de donner l'information pour que ceux qui sont négligents puissent vraiment se rattraper. Et ça va permettre également, parce qu'après, quand on va prendre ceux qui seront pris sur le... Pardon, quand on va interpeller ceux qui seront, chose qu'on appelle ça, en infraction, et qu'après, ils vont subir la rigueur de la loi, personne ne dira que je n'ai pas été informé de ceci ou bien de cela. Parce que quand on lance une telle opération d'envergure, on dit que c'est pour sécuriser les fêtes de fin d'année, c'est pour faire cela, mais derrière, la grande muette a des raisons inavouées parce que, bon, on sait le contexte dans lequel nous sommes et les périodes de fête sont vraiment des périodes où il y a beaucoup de déplacements des populations, où l'indice de sécurité est très souvent éprouvé et donc cela permettra à l'État de prendre les dispositions et de mettre, j'allais dire, tout ce qui est précaution à prendre en termes de sécurité. Oui, un peu Cheikh Balé, pour terminer, comment évaluer le succès ou l'échec d'une telle opération? On a vu d'autres opérations par le passé. Bon, moi je pense que en fait, pour faire une évaluation, il faut partir d'une situation de référence. Donc, je suppose que la police a ses chiffres et c'est elle qui pourra faire l'évaluation parce que quand elle regarde ses statistiques, elle sait où elle en est. Quand on mène l'opération,
on devrait pouvoir savoir aussi où on en est et c'est à partir de là qu'on peut réellement évaluer. Sinon, nous, en tant que citoyens, ce que nous, on constate, c'est les gênes que cela cause, notamment l'embouteillage qui s'accroît. Parfois, tu es pressé, on vous arrête, c'est un peu embêtant, mais bon, on comprend que c'est normal. Mais en termes d'évaluation, c'est vraiment la police, elle seule, qui peut donner les chiffres pour dire, bon, on était à tel niveau. Avant l'opération, on a mené l'opération, voilà, on est à tel autre niveau. Bien. Mais quand il y a des abus, bon, c'est là que nous, on est informés. Allez-y. Oui, mais sur la question, forcément, la police communique toujours pour dire que quand il y a eu, qu'on appelle ça, telle opération, voici les personnes qui ont été interpellées pour telle infraction, voici ce à quoi cela a abouti. Et puis après, la population a un peu senti, chose qu'on appelle ça, les effets induits de cette opération à partir de, on va constater peut-être la baisse des taux d'accidents en termes de périodes de fête, au niveau des agressions, tout et tout. Ce sont des choses qui sont perceptibles. Mais comme elle a dit, bien évidemment, à la fin, la police pourra donner des chiffres très indicateurs sur ce à quoi cela a abouti. Une chose est sûre, ça participe à faire baisser considérablement l'indice de sécurité. Bien, nous allons maintenant faire place au carton rouge. Voilà, nous sommes dans les cartons rouges, rubrique dans laquelle nos consultants feront des coups de gueule sur des sujets d'actualité ou des sujets qui le tiennent à cœur. Et c'est le dernier carton de cette semaine, le premier carton rouge avec Eric Balé, qui a ouvert d'ailleurs la semaine. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 2 cartons rouges. Mon premier carton rouge s'adresse à nos autorités judiciaires, policières, en tout cas tous ceux qui sont dans le système. Parce que si le code de procédure pénale a changé, il faut qu'on nous informe. Il y a beaucoup trop de cas d'enlèvement qui finissent à la préfecture de police, puis en prison. Normalement, quand on enlève quelqu'un, on suppose que c'est des bandits qui ont opéré. On est inquiet, on cherche comment contacter la police pour pouvoir régler le problème. Maintenant, si c'est la police elle-même ou la gendarmerie qui doit s'encagouler pour aller enlever des gens à leur domicile, et puis après on les retrouve à la préfecture de police, ça veut dire que dans nos pratiques, on adopte les pratiques du banditisme, ce qui n'est pas normal. Quand on veut convoquer quelqu'un, on le convoque. Il y a le secrétaire général national de l'UNESI, qui est un syndicat estudiantin, qui a été enlevé à son domicile par 4 individus non identifiés et il se retrouve après à la préfecture de police, ensuite au parquet. Aujourd'hui, il est en prison. Donc vraiment, il faut que ces pratiques-là cessent. Le deuxième problème, c'est par rapport au banditisme. Il se trouve qu'il y a des secteurs qui sont fortement marqués par le banditisme. Et puis, je ne sais pas si les forces de l'ordre sont informées, mais je les informe. Par exemple, on nous a signalé qu'aux 220 logements, bâtiment Manivelle, il paraît que dans ce bâtiment-là, il y a des drogués qui sont là, qui vendent la drogue au vu et au su de tous, mais qui surtout agressent les habitants du bâtiment et leurs visiteurs. Donc franchement, nous quand on nous a dit ça, on a demandé aux gens d'aller porter plainte, mais ils disent qu'ils portent plainte, il n'y a pas de suite. Donc vraiment, il faut que à ce niveau-là aussi, il y ait des opérations dans les quartiers pour régler ce genre de situation. Il y va de la sécurité des citoyens. Il y a même des enfants qui en pâtissent. Bien, Eric Bayala, commentaires ou questions sur ces cartons rouges? Oui, je pense que les cartons rouges de Mme Balé sont très révélateurs et interpellent sur la marche et la tenue de l'appareil judiciaire et de tout le système qui va avec. Surtout qu'une personne, pour pouvoir la mettre à la disposition de la justice, il y a une procédure à suivre. Et je pense que l'État, soucieux du respect des droits de l'homme, doit pouvoir instruire ses services, si tant est que cela n'est pas fait, pour que les procédures soient vraiment suivies, c'est-à-dire convoquer la personne en bonne et due forme, et même s'il doit avoir une interpellation notifiée par un mandat d'amener
par le procureur de la République, que cela soit peut-être présenté aux choses qu'on appelle ça, à la famille du concerné ou bien de la personne qu'on doit emmener, de sorte à ce que les parents et tout le monde arrêtent de s'inquiéter outre mesure. Et pour ce qui est de la consommation ou bien la vente de la drogue aux 220 logements, je pense que tout le monde connaît l'acharnement de l'État de Côte d'Ivoire à lutter contre ces pratiques. Et franchement, personnellement, je suis dans un état de grand étonnement que cela se fasse et tel qu'elle l'a décrit, sans que les forces de l'ordre ne puissent interpeller ces personnes qui sont mises en cause, quand bien même qu'il y a des brigades de lutte contre les stupéfactions, et les stupéfiants et tout ce qu'il va avec. Et donc, pour moi, je pense que si cela n'a pas été fait, ou ce sont des faits qui sont avérés, vivement que les forces de l'ordre puissent se déployer pour assainir ce milieu-là, parce qu'on a besoin d'avoir un environnement sain, surtout que dans un tel bâtiment qui est un bâtiment d'habitat, il y a tout genre d'enfants, il y a tout genre de personnes âgées, il y a tout le monde. Il faut que l'État vraiment puisse prendre ses responsabilités à ce niveau. Votre carton rouge maintenant? Mon carton rouge, c'est au niveau encore du cocagne. Et comme on l'a dit, nous sommes aujourd'hui le 28 novembre, si je ne m'abuse, c'est-à-dire pratiquement dans 2 jours, on sera à la fin du mois de novembre. Ce qui expliquerait qu'à partir du 30 novembre, le cocagne ne va plus exister. Pourtant, le cocagne reste dévoué encore à plusieurs prestataires. Et jusqu'à présent, ni les autorités du cocagne n'ont encore rencontré ces prestataires-là pour leur donner des informations sur comment est-ce que les différentes dettes seront traitées, ni la tutelle, à savoir la primature, n'a encore rencontré, ou bien leur service n'a encore pris des dispositions pour que ces prestataires-là puissent rentrer dans leur fonds. Et au nombre de ces prestataires, il y a le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, ces patrons de presse qui ont donné leur colonne pour faire de la Côte d'Ivoire qu'on appelle ça, ce pays qui a abrité la CAN 2023 qui s'est jouée en 2024. 1 page, 2 pages, plusieurs pages de leurs journaux pour vanter les mérites de notre pays, pour vanter les mérites de l'organisation. Et je pense que laisser ce sacrifice consenti en perte et profit ne sera vraiment pas intéressant pour l'État de Côte d'Ivoire. Vivement que les autorités se saisissent de cette question pour que on puisse permettre à toute cette corporation, à tous ces prestataires-là, de rentrer dans leurs fonds. C'est la nouvelle année pour que chacun vraiment puisse tirer son compte. Parce qu'après le mois de novembre passé, si rien n'est fait, bon, l'État n'aura pas d'autre choix que de constater qu'il y aura des manifestations, les organisations se donneront les droits qui sont à leur portée pour se faire entendre. Bien, puis Cheikh, les réactions sur ces cartons rouges? Oui, c'est vraiment déplorable parce que tout le monde sait les gros moyens qui ont été engagés dans cette CAN qui a été un véritable succès. C'est dommage qu'il y ait ce goût amer de tous ces prestataires. Déjà, on sait que la presse même souffre beaucoup. Ils ont beaucoup de difficultés. Si encore il faut ne pas payer ce qu'on leur doit, bon, c'est quand même assez dommage. Mais il y a aussi les restaurateurs, il y a ceux qui ont loué leur véhicule. Bon, enfin, franchement, on espère qu'avant la fin de cette année, des solutions seront trouvées. Bien. Pour aller rapidement, c'est que tous les acteurs, les grands acteurs qui ont participé à la réussite de cette CAN ont été reçus par le Premier ministre ou bien par... Qui avait dit qu'il allait recevoir aussi les journalistes. Jusqu'à présent, les hommes de médias n'ont pas encore été reçus. C'est-à-dire, nous sommes à nous interroger de savoir est-ce que le sacrifice que nous avons consenti pour la réussite de cette CAN n'est pas reconnu au niveau de l'État, au point même où jusqu'à présent, ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, ni encore moi-même le ministre de la Communication n'ait reçu les hommes des médias qui ont participé activement à la réussite de cette CAN. Bien, nous en tout cas, nous allons amplifier cette action à travers nos différentes pages sur les réseaux sociaux, voilà, pour permettre aux autorités ivoiriennes de prendre ce dossier en main. Le COCAN, en tout cas, n'a pas réglé tous ses prestataires, notamment ceux de la presse, le carton rouge des cartons rouges, en tout cas le plus répété depuis le lancement de cette émission. Place maintenant au chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 4. C'est une date. Eric Bayala.
Bon, regarde. Le procès de Damana Picas et Ikpo Lagui, prévu le 27 novembre 2024, est reporté au 4 décembre par le tribunal d'Abidjan Plateau. La défense obtenue se renvoie pour illisibilité du procès verbal. Clé des accusations. Picas, proche de Laurent Gbagbo, est accusé d'avoir participé à une attaque armée en avril 2021 à Anonkwa-Kouté, ayant causé 3 morts. Le PPACI dénonce donc un procès politique affirmant un manque de preuves. Figures du parti Assoadou et Hubert Oulaï ont affiché leur soutien lors de cette audience. Plus Chéric Balé, comment réagissez-vous? Procès reporté juste pour documents illisibles. Oui, mais ça c'est grave, hein? Parce que quand même, un PV d'audition, c'est quand même une base assez importante pour un procès, qu'il soit illisible. Bon, en tout cas, on espère que les dispositions seront prises pour rétablir les faits et que c'est un procès qui va se faire dans les règles avec toutes les preuves qu'il faut. C'est du droit de l'État de Côte d'Ivoire de poursuivre qui veut s'il en a les preuves. Et donc, nous, on attend de voir comment les choses vont se passer. Mais cette affaire de PV illisible, là, c'est quand même assez gravissime. Bien, Eric Bala, la réaction. Bon, ce n'est pas le premier procès auquel M. Damana Picas a dû faire face. En ce qui concerne cette affaire, je pense que c'est la énième fois que cela est renvoyé. Bon, le PV, on dit qu'il est illisible. En ce qui concerne l'illisibilité du PV, on se demande si c'est un PV qui a été fait de façon manuscrite ou bien est-ce que le PV a été saisi. Mal imprimé. Mal imprimé. Bon, en fait, on ne sait pas. Mais comme la défense dit que le procès verbal qui découle des auditions de leur client est illisible, et si le tribunal a accepté de renvoyer, je pense que le tribunal donc va corriger cela en mettant à disposition de la défense un PV qui soit lisible, de sorte à ce que les avocats de M. Picas puissent disposer d'éléments pour assurer convenablement la défense de leurs clients. Merci Eric Bayala. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous aussi, Chéric Balé. Bonne fin de semaine à vous. Merci aussi à Maxwell Begré qui assure la réalisation de cette émission. Ainsi s'achève cette édition d'Entre-deux News. Entre les défis sociaux des déguerpissements et les enjeux de sécurité routière, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. La question reste comment concilier développement, respect des droits humains et sécurité. Merci à nos invités pour leurs analyses éclairantes et à vous, chers téléspectateurs, de votre constante fidélité à votre chaîne Reflet TV. Rendez-vous lundi à partir de 20h15 pour un autre numéro d'Entre-deux News. Ça promet des interviews exclusives. Passez une excellente semaine, une excellente fin de semaine, pardon. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment. Bonsoir.